Il attacha une longue corde à mon licol et me fit sortir de l'écurie. Je le suivis parce que dehors il y avait Zoé. Elle me regardait par-dessus son épaule. Moi j'étais toujours content de m'en aller n'importe où avec n'importe qui, du moment qu'elle était avec moi. Pendant ce temps-là, je remarquai que le père d'Albert murmurait à voix basse et regardait autour de lui comme un voleur. Il devait savoir que je suivrais la Zoé, car il m'attacha à sa selle et nous mena sans faire de bruit hors de la cour. Puis il nous fit descendre le sentier et traverser le pont. Une fois sur le chemin, il enfourcha promptement Zoé. Nous montâmes la côte au trot et entrâmes dans le village. Il ne nous dit pas un mot. Naturellement, je connaissais plutôt bien la route, car j'y avais été assez souvent avec Albert. À dire vrai, il adorait aller au village, parce qu'on y rencontrait toujours d'autres chevaux et qu'on voyait des gens. C'était là, au village, que peu de temps auparavant j'avais croisé ma première automobile devant la poste. Je m'étais raidi de frayeur quand elle était passée devant moi dans son tintamarre, mais je n'avais pas bronché, et je me rappelle qu'après, Albert avait fait tout un plat à mon sujet. Mais aujourd'hui, comme nous approchions du village, c'étaient plusieurs automobiles que je voyais garées autour du champ de foire et un grand rassemblement d'hommes et de chevaux comme je n'en avais jamais vu. Tout excité que j'étais, je me rappelle qu'une profonde appréhension m'envahit lorsque nous entrâmes au trot dans le village. Partout des hommes en uniforme kaki, et puis, au moment où le père d'Albert mettait pied à terre et nous faisait passer devant l'église pour aller au champ de foire, une musique militaire attaqua une marche entraînante et scandée. Les pulsations de la grosse caisse retentissaient par le village. Il y avait des enfants partout. Certains marchaient au pas dans toutes les directions, un manche à balai sur l'épaule. D'autres se penchaient aux fenêtres en agitant des drapeaux. Comme nous approchions du milieu du champ de foire où pendait mollement le long de son mât blanc un drapeau britannique, un officier fendit la foule et s'avança vers nous. Il était grand, élégant aussi, avec sa culotte de cheval et son ceinturon. Il portait une épée d'argent au côté. L'officier serra la main du père d'Albert. « Je vous avais dit que je viendrais, capitaine Nichols. »« Mon capitaine, » dit le père, « c'est que j'ai besoin d'argent, vous comprenez ? Je me déferais pas d'un cheval pareil si j'étais pas obligé. »« Très très bien, mon ami, » dit l'officier d'un air approbateur tout en m'examinant. « J'avais pensé que vous exagériez quand nous avons bavardé hier soir au roi Georges. Vous me disiez c'est le plus beau cheval de la commune, mais tout le monde dit ça. Mais je vois bien que celui-ci c'est autre chose. » Il me flatta doucement l'encolure et me gratta derrière les oreilles. Sa main, comme sa voix, était bienveillante. « Vous avez raison, mon ami. Il ferait une belle monture dans n'importe quel régiment et nous serions fiers de l'avoir. Ça ne me déplairait pas de m'en servir pour mon usage personnel. S'il tient les promesses qu'annonce son apparence, il me conviendrait assez. Pas de doute, c'est une belle bête. Vous m'en donnerez 40 livres, capitaine Nichols, comme l'avez promis hier, hein ? Demanda le père d'Albert, en baissant la voix de façon anormale, presque comme s'il voulait que personne d'autre ne l'entende. Je peux pas le lâcher pour un penny de moins, il faut bien vivre. C'est la somme que je vous ai promise hier soir, mon ami, répondit le capitaine. Il m'ouvrit la bouche pour m'examiner les dents. C'est un beau cheval, encolure solide, bonne chute d'épaule, canon bien droit. Il a beaucoup travaillé, non ? Vous l'avez déjà fait sortir à la chasse ? Ah, mon fils le monte tous les jours. Il me dit qu'il va comme un cheval de course et qu'il saute comme pour la chasse à court. Bon, dit l'officier. Du moment que notre vétérinaire le déclarera apte, poumons et membres en bon état, vous aurez vos 40 livres comme convenu. Je peux pas m'attarder, reprit le père d'Albert. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il faut que je rentre, j'ai mon travail à faire. C'est que nous sommes occupés à recruter dans le village en même temps que nous achetons des chevaux, mais pour vous, nous allons faire aussi vite que nous pouvons. À vrai dire, il y a beaucoup plus de volontaires aptes au service dans la région que de bons chevaux, et ce n'est pas le travail du vétérinaire d'examiner les hommes, pas vrai ? Attendez-moi ici, j'en ai que pour quelques minutes. Le capitaine Nichols m'emmena par un passage voûté et me fit entrer dans un jardin où se trouvaient des hommes en blanc et un secrétaire en uniforme. Assis à une table, il prenait des notes. Il me sembla entendre cette bonne vieille Zoé qui m'appelait. Je hennis en réponse pour la rassurer. En effet, je n'avais pas du tout peur à ce moment-là. J'étais trop intéressé par ce qui se passait autour de moi. L'officier me parla avec douceur quand nous nous mîmes en route, si bien que c'est presque avec impatience que j'avançais. Le vétérinaire, petit bonhomme agité, avec une moustache noire en broussailles, me toucha un peu partout avec un truc pointu, souleva mes pieds l'un après l'autre pour les examiner, ce qui me déplut. Et ensuite me scruta les yeux et la bouche en reniflant mon haleine. Après quoi,
On me fit trotter encore et encore autour du jardin. Il déclara finalement que j'étais un spécimen parfait, frais comme un gardon, apte à la cavalerie comme à l'artillerie. Voilà les mots qu'il employa. Pas de tumeur au canon ni au jarret, les dents et les pieds parfaits. Achetez-le, capitaine, celui-là c'est un bon. On me reconduisit auprès du père d'Albert qui prit les billets que lui tendait le capitaine Nichols et les fourra vivement dans la poche de son pantalon. Vous vous occuperez de lui, mon capitaine. Vous veillerez à ce qu'il ne lui arrive rien. Vous voyez, mon fils l'aime beaucoup. Il étendit la main, me caressa le nez. Et à ce moment-là, il devint presque un homme que j'aurais pu aimer. Tout ira bien, mon petit père, me chuchota-t-il. Tu ne vas rien comprendre et Albert non plus, mais si je te vends pas, je pourrais pas payer l'hypothèque et on perdra la ferme. Je t'ai pas bien traité. C'est tout le monde que j'ai pas bien traité, je sais, et je le regrette. Ensuite, il me quitta, emmenant Zoé derrière lui. Il s'en allait, la tête courbée, et tout d'un coup, il semblait avoir rapetissé. Alors seulement, je me rendis compte pleinement que l'on m'abandonnait. Je me mis à hennir, un hennissement aigu de douleur et d'angoisse qui retentit dans tout le village. Même Zoé, pourtant si docile et placide d'habitude, s'arrêta. Le père d'Albert avait beau la tirer, elle ne voulait plus bouger. Elle se retourna en redressant la tête et poussa un cri d'adieu, mais ses cris faiblirent. Elle fut entraînée finalement et elle disparut. Des mains affectueuses tâchaient de m'apaiser, de me consoler, mais moi j'étais inconsolable. J'avais à peu près abandonné tout espoir quand je vis mon Albert arriver en courant vers moi au milieu de la foule, tout rouge de s'être tant démené. « Il l'a vendu, pas vrai ?» dit-il posément. « C'est mon cheval, Joey. Il est à moi. Il sera toujours à moi, peu importe qui l'a acheté. Je ne peux pas empêcher mon père de le vendre, mais si Joey part avec vous, je pars aussi. Je veux m'engager et rester avec lui. » « Vous avez l'état d'esprit qu'il faut pour être soldat, jeune homme, » dit l'officier. Il ôta son képi et s'essuya le front du revers de la main. Il avait des cheveux noirs bouclés, un air bon, un visage ouvert. « Vous avez l'état d'esprit qu'il faut, mais vous n'avez pas l'âge. Vous êtes trop jeune et vous le savez bien. 17 ans, nous ne prenons pas plus jeune. Revenez dans un an ou deux, alors nous verrons. »« Mais je parais 17 ans, » dit Albert, presque suppliant. « Je suis plus grand que la plupart des garçons de 17 ans. » Tout en parlant, il voyait bien que cela ne le menait nulle part. « Alors, vous voulez pas me prendre, monsieur? Même pas comme garçon d'écurie? Je suis prêt à faire n'importe quoi, n'importe quoi. »« Comment vous appelez-vous » demanda le capitaine Nichols. « Narracott, monsieur. Albert Narracott. Eh bien, monsieur Narracott, je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. » L'officier hocha la tête et remit son képi. « Désolé, jeune homme, c'est le règlement. Mais ne vous en faites pas pour votre Joey, j'en prendrai grand soin jusqu'à ce que vous soyez en mesure de rejoindre nos rangs. Vous avez fait un joli travail avec ce cheval. Vous pouvez être fier de lui. C'est une très belle bête, mais votre père avait besoin de cet argent pour la ferme. Sans argent, une ferme ne peut pas fonctionner, vous devez le savoir. Votre état d'esprit me plaît. Quand vous aurez l'âge, il faudra que vous soyez volontaire pour la cavalerie. On va avoir besoin d'hommes comme vous. La guerre va être longue, j'en ai peur. Plus longue que les gens ne croient. Je suis le capitaine Nichols. Vous mentionnerez mon nom.
Je serais fier de vous avoir chez nous. » « Alors, il n'y a pas moyen ?» demanda Albert. « Rien à faire ?»« Rien. À présent, votre cheval est propriété de l'armée et vous êtes trop jeune pour partir sous les drapeaux. Mais ne vous en faites pas, on en prendra soin de votre cheval. Je m'en occuperai personnellement. Promis. » Albert me tortilla le nez comme il le faisait souvent et il me caressait les oreilles. Il s'efforçait de sourire, mais il n'y parvenait pas. « Je te retrouverai, vieil idiot, » dit-il doucement. « Je te retrouverai. Qu'importe où tu seras, Joey. Prenez grand soin de lui, monsieur, en attendant que je le retrouve. Un cheval pareil, il n'y en a pas deux au monde. Dites-moi que vous me le promettez. »« Je le promets, » répondit le capitaine Nichols. « Je ferai tout mon possible. » Puis, Albert se détourna, il se perdit dans la foule, et je ne le vis plus.